Et je crois qu'on va enchaîner avec toi sur pancréatite aiguë chez l'enfant, expérience du service de pédiatrie du CHU Mohamed VI Toujda. Donc j'enchaîne directement avec la deuxième présentation concernant les pancréatites aiguës de l'enfant. Donc pour aborder ce sujet, on va adopter le plan classique. En guise d'introduction, la pancréatite aiguë est un syndrome abdominal correspond à un processus d'autodigestion de la glande pancréatique par ses propres enzymes. C'est une infection rare chez l'enfant dont l'incidence ne cesse pas d'augmenter. Les étiologies sont diverses. La lipase est l'enzyme de référence et en l'absence de thérapeutique spécifique, le traitement est symptomatique basé sur la gestion de la douleur et la prévention des complications. Concernant les objectifs, ce travail vise essentiellement à rapporter le profil épidémiologique, les caractéristiques cliniques, paracliniques, étiologiques et thérapeutiques et étudier l'aspect évolutif des pancréatites aiguës. Passant par la suite au matériel et méthodes, notre travail est une étude rétrospective portant sur 14 cas de pancréatite aiguë réalisés au sein du service de pédiatrie du CHU Mohamed VI Toujda sur une période de 8 ans. Les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux et l'analyse a été réalisée sur le logiciel Excel. En ce qui concerne les résultats et discussions, 14 observations de pancréatite ont été retenues. Nous avons noté une augmentation de son incidence ces 2 dernières années, avec une moyenne de 1,5 nouveaux cas par an. Les études récentes estiment que l'incidence des pancréatites chez les enfants a augmenté au cours des 10 à 15 dernières années, avec une fourchette de 1 à 13 pour 100 000 enfants. On a noté une prédominance masculine avec une moyenne d'âge de 8 ans. Selon cette méta-analyse, aucune différence significative n'a été notée pour l'âge ou le sexe. Cependant, une tendance à avoir moins de cas chez les filles a été remarquée, ce qui concorde avec nos résultats. En revenant à notre étude, 64% des patients avaient des antécédents particuliers, notamment la maladie de Crohn, leucémie, maladie de Caroli, hépatite auto-immune, syndrome de Chidiakigashi et des traumatismes abdominaux. On a également noté l'antécédent de pancréatite aiguë chez le frère jumeau d'un de nos patients, sans oublier la consanguinité qui a été identifiée chez 21% des cas. Sur le plan clinique, nos patients se sont présentés aux urgences après 3 jours d'évolution avec une symptomatologie dominée par les douleurs abdominales suivies de vomissements, altération de l'état général, fièvre et les troubles de transit. L'examen physique a retrouvé une sensibilité abdominale chez tous nos patients, de siège surtout épigastrique suivi de douleurs généralisées. Plus de 28 études ont été analysées dans cet article. Jusqu'à 95% des patients présentaient des douleurs abdominales, le plus souvent de siège épigastrique. Le deuxième symptôme était les nausées et vomissements et les autres comprenaient la fièvre, l'ictère et la distension abdominale. Sur le plan paraclinique, la lipasémie a été élevée chez tous nos patients. Les études récentes ont conclu que la lipase était suffisante pour le diagnostic d'une pancréatite aiguë sans recours à l'amylase. L'échographie et les scanners ont été réalisés chez tous nos patients également, permettant de confirmer le diagnostic, contribuer au diagnostic étiologique et statifier la pancréatite selon le score de Balthazar. Toujours à l'imagerie, les résultats de la TDM objectivant une pancréatite B dans 58%, suivie d'une pancréatite C et E. Donc vous trouvez ici quelques images scanographiques de nos patients. Donc le stade B objectivant un pancréas tuméfié, le stade C avec un pancréas hétérogène et le stade E avec des coulées de nécrose. Donc pour les étiologies, la pancréatite aiguë était d'origine post-traumatique dans 21% des cas, secondaire à une maladie générale chez 14%, d'origine médicamenteuse surtout suite à une administration de L-asparaginase, après cortico chez le patient suivi pour Chidiakigashi chez 40% des cas, et malformative dans 7%, mais à noter qu'elle a resté idiopathique dans 44% des cas. Les données de la littérature suggèrent que les 5 principales étiologies sont biliaires, médicamenteuses, idiopathiques, systémiques et traumatiques, mais comme vous pouvez le noter, aucun cas de pancréatite d'origine biliaire n'a été noté dans notre série. Le traitement était médical dans 100% des cas, basé sur l'arrêt initial de l'alimentation et la gestion de la douleur. L'antibiothérapie n'a été préconisée que chez un seul patient. Revenant à la littérature, le support hémodynamique et hydroélectrolytique est un pilier important dans la prise en charge. Pour le repos digestif qui était indiqué auparavant, toutes les recommandations actuelles s'accordent sur les avantages d'une réalimentation précoce et doit être reprise dès l'arrêt des douleurs. Quant à la gestion de la douleur, c'est un objectif thérapeutique important, mais il n'existe pas de consensus clair. L'antibiothérapie n'est pas recommandée dans les pancréatites bénignes ou non compliquées. Le traitement endoscopique est limité en matière de pancréatite aiguë. Et enfin, le traitement chirurgical peut être nécessaire dans le cas des traumatismes abdominaux et dans la nécrose pancréatique, mais avec une nécrosectomie différée d'au moins 3 semaines. L'évolution sous traitement médical était favorable chez tous nos patients avec une durée moyenne d'hospitalisation de 5 jours. La récidive a été notée chez 2 patients, le suivi pour maladie de Caroli et le deuxième
pour lequel un bilan exhaustif a été demandé, mais aucune étiologie n'a été retrouvée, sachant que son frère jumeau a présenté également une pancréatite aiguë. Donc l'origine héréditaire est fortement suspectée. 2 décès ont été prononcés survenant dans le contexte de leur maladie. Donc les résultats globaux des pancréatites aiguës chez l'enfant sont favorables par rapport aux adultes. La durée moyenne d'hospitalisation est de 2 à 8 jours. Les complications précoces comprennent un état de choc, les collections liquidiennes, la formation de pseudokystes et la nécrose pancréatique. Et pour conclure, la pancréatite aiguë est une pathologie rare chez l'enfant. Elle est caractérisée par son polymorphisme clinique et par ses étiologies diverses. L'élément clinique clé est la douleur abdominale, la lipase est l'enzyme de référence, l'échographie et la TDM sont actuellement les examens fondamentaux pour le diagnostic et le suivi. Une enquête étiologique rigoureuse est nécessaire afin de débuter une prise en charge adaptée et le taux de mortalité est généralement faible de 0 à 11%. Merci pour votre énorme attention. Merci beaucoup, Dr. Hachim, pour cette présentation très claire. Et là, on va passer à la discussion pour les 5 premières communications. Donc, on passe la parole à l'assistante si vous avez des questions à poser aux collègues. C'était clair? Si vous permettez une question. Donc, par rapport à Dr Hachimi qui avait présenté le cas des UVI de l'enfant, c'est une série très intéressante, 37 cas. Donc, il y avait quand même 75%, d'ailleurs, ça joint aussi la littérature, dont il n'y avait pas une étiologie. Est-ce que, d'abord, quel bilan exhaustif vous faites pour rechercher justement l'étiologie? Et ma deuxième question, quel protocole vous adoptez, c'est-à-dire quand vous n'avez pas une étiologie? Est-ce que c'est un protocole standard, corticothérapie, et c'est-à-dire quand vous n'avez pas une étiologie justement infectieuse ou reconnue? Donc, pour les UVI, pour les recommandations actuelles, il n'existe pas un bilan minimal qu'on doit demander. C'est en fonction du cas et c'est en fonction de la localisation. Donc, le bilan qu'on demande en fonction, d'abord, c'est s'il est granulomateux ou pas, s'il est antérieur, postérieur ou une panuvéite. Donc, d'où l'intérêt d'une collaboration entre les ophtalmos et les pédiatres pour une interprétation claire de l'examen ophtalmo qu'ils nous donnent. Par la suite de cet examen ophtalmologique, on doit faire un bilan minimal en fonction de la localisation et en fonction de type de l'uvéite. Pour le traitement, donc généralement quand c'est idiopathique, on démarre la corticothérapie parce que le pronostic visuel qui est mis en jeu. Donc on ne peut pas tarder la corticothérapie, généralement ce sont des bolus, mais on ne peut pas tarder vu que le pronostic visuel qui est mis en jeu, donc on démarre. J'ai une petite question pour la pancréatite. Est-ce que dans votre série, est-ce qu'il y a des cas de pancréatite chronique dans c'était inaugural d'une pancréatite chronique dans votre série? Et la deuxième question, est-ce que vous avez fait un bilan génétique, recherche génétique des pancréatites? Est-ce qu'il y a un bilan exhaustif qui est fait? Et est-ce qu'il y a un support nutritionnel particulier à adopter chez l'enfant? Merci. Donc peut-être que je vais répondre à la première question. Est-ce qu'on a un cas de pancréatite chronique parmi... En fait, c'est une étude qui est portée sur les pancréatites aiguës. Par rapport à la pancréatite chronique, oui, on avait un seul cas de pancréatite chronique, mais c'est un cas ancien. Je crois que c'était sur une malformation. Pour la deuxième question, je laisse Dr Ikram qui va répondre à la question. Pour l'étude génétique... Pardon, pour l'étude génétique, non, on n'arrive pas à faire l'étude génétique, comme c'est un petit peu compliqué. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait d'étude génétique pour nos patients. La troisième, c'est pour la nutrition. Pour la nutrition, c'est pareil. Pour la nutrition, généralement pour toutes les pancréatiques, pour toutes les pancréatites, un avis diète est préconisé pour chaque patient. Déjà pour l'alimentation précoce, généralement on demande l'avis diététicienne pour être clair et... Donc la nutrition en général, on la commence jamais avant la disparition de la douleur. Donc a priori c'est une diète alimentaire jusqu'à l'arrêt de la douleur et après on commence une alimentation qui est vraiment très progressive. Alimentation normale. Donc est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
Donc, bonjour tout le monde. Je veux poser une question à propos de l'arthrite juvénile idiopathique, surtout l'oligo-articulaire. Est-ce que toujours on est devant des arthrites ou parfois on est devant des arthralgies? Donc, est-ce que c'est toujours des arthrites ou on peut même la suspecter devant des arthralgies? Bien sûr, supérieur à 6 semaines et tout. Mais en fait, la définition des arthrites juvéniles idiopathiques, c'est des arthrites objectivées et non pas des arthralgies ou des arthrites rapportées par les parents. Donc c'est des arthrites qu'on objective chez nous à l'admission, une articulation augmentée de taille et douloureuse, et on doit objectiver moins de 4 articulations pour parler d'une arthrite juvénile, bien sûr avec une évolution de plus de 6 semaines. Je vous en prie.